C'est-à-dire qu'en réalité, la classe dominante est une classe de pétochards, d'accord ? Dès lors qu'on va être suffisamment bien organisé, constitué, qu'on aura une théorie révolutionnaire suffisamment efficace pour mener à bien la pratique révolutionnaire qui peut être la nôtre, en réalité, ils n'ont, entre guillemets, aucune chance. Et donc, d'aboutir petit à petit à une grève qui, alors qu'elle n'était un temps qu'une réclamation au niveau syndical, pour rehausser les salaires, pour avoir de meilleures conditions de vie au sein de l'entreprise, vienne complètement bouleverser le mode de production, parce qu'on est en train de reprendre le pouvoir. On va maintenant revenir un peu plus longuement sur la question, la grande question d'actualité, en tout cas du point de vue des mouvements sociaux, qui est celle des grèves. On va revenir sur plusieurs points. Tout d'abord, on a vu que les grèves provoquaient des dissensions au sein des travailleurs français, avec la gêne que ça pouvait occasionner, notamment vis-à-vis de la question de l'essence. Cependant, bien sûr, il ne faut pas être naïf. On a aussi le fait que ce ressentiment, il est accentué. On le voit bien dans la sphère médiatique, notamment avec toute l'affaire des fameux 5 000 € par mois des opérateurs. Je pense que tu auras l'occasion de revenir un petit peu sur cette propagande. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment essayer d'arriver à une forme de rassemblement des travailleurs. Comment est-ce qu'on peut parvenir à cette entente commune ? Ouais, alors, il y a plusieurs choses dans ta question. D'abord, effectivement, tu le soulignes, on va commencer par là, le spectacle médiatique est conjugué à l'appareil répressif d'État auquel on a assisté ces dernières semaines et qui n'a rien d'anecdotique en réalité au regard de ce qui peut se produire d'ordinaire vis-à-vis des grèves. Ensuite, comment essayer de transformer justement la grève tout en la conservant et puis essayer d'élargir un petit peu les vues à donner à tout ça. Alors le spectacle médiatique déjà... On a vu, ça me fait dans les premiers temps, j'ai envie de le relever parce que c'est quand même pas anodin. On a vu Yann Moix citer Franz-Olivier Gisbert, donc déjà un niveau intellectuel assez impressionnant, donc tout le monde ne va pas pouvoir suivre, je le dis d'emblée, parce que là ça cite du Franz-Olivier Gisbert, grand ami au passage, hein, il faut le souligner, on va encore pas se faire que des copains, mais de Michel Onfray d'ailleurs, hein, je tiens à le souligner, avec un anticommunisme latent permanent. Bref, et qui a dit donc que les deux problèmes en France c'était la CGT et Daesh. Donc, ça veut dire que l'organisation, enfin c'est même pas une organisation d'accord, mais l'État islamique terroriste est au même niveau en réalité que l'organisation syndicale qui est la CGT quoi. C'est vraiment, enfin ça en dit déjà extrêmement long et en même temps je trouve que ça synthétise bien les différents positionnements auxquels on a pu assister dans les médias et sur les plateaux des dites chaînes de désinfo en permanence là. C'est-à-dire qu'effectivement les rouges sont de nouveau là avec leurs couteaux, etc. Bon, quand on sait, évidemment, c'est pas pour moi le but de cette vidéo, va évidemment pas d'être de tirer à boulet rouge sur la CGT, bien au contraire. Toutefois, quand on sait en plus ce qui est devenu malheureusement par certains aspects, certains pans de la CGT, y compris malgré les syndiqués eux-mêmes, bien souvent, il faut le souligner, bon, on rigole quand même, parce que bon, ce ne sont pas les orgues de Staline, on en est très loin. Bon, on parlait il y a quelques semaines, hein, parce qu'il faut quand même remettre le contexte de tout ça aussi, de ces grèves, on parlait il y a quelques semaines du fait que la Commission européenne envisageait d'ailleurs d'interdire le droit de grève. Hein, je le rappelle, on avait fait un entretien d'actu justement où il était d'ailleurs question de cela début septembre. Dans le même temps, on a l'assurance chômage aussi, avec le fait, on l'a vu là aussi, beaucoup de personnes sont revenues là-dessus sur le fait que l'abandon de poste n'ouvre plus les droits au chômage, etc. Donc il y a un contexte social qui n'est pas nouveau, qui tend à faire émerger effectivement une dynamique de grève, encore faut-il qu'elle aille dans le bon sens. Et dans le même temps, effectivement, encore une fois, hein, pour lier spectacle médiatique et appareil répressif d'État, bon, on a vu donc des brigades antiterroristes débarquer chez quelques responsables syndicaux qui étaient à l'origine en partie, ou en tout cas qui étaient chefs de file de la grève pour justement avec comme chef d'accusation le fait de se coaliser notamment contre l'État, etc. Bon, encore une fois, ça permet aussi de voir que la réalité politique dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est celle-ci. Je manque jamais de le signaler à nos camarades, et j'en profite du coup ici pour le refaire, c'est que nous vivons dans un pays dans lequel l'opposition politique
et l'exercice libre du droit syndical même sont à l'heure actuelle remis en question. Donc quand je dis très souvent que nous ne sommes pas en train de jouer, c'est parce que nous mesurons aussi bel et bien les risques qui sont les nôtres vis-à-vis de ce que l'on fait. Et du coup, on réquisitionne dans le même temps certains salariés à la manière de... C'est toujours présenté pour les besoins des Français et non contre les grévistes, d'accord ? C'est toujours présenté de telle manière qu'on dit, oui, mais vous voyez bien, il faut bien un service minimum. Enfin bref, c'est comme le service minimum de Sarkozy, c'est-à-dire qu'on veut bien des grèves, mais des grèves qui dérangent pas, qui permettent de continuer à faire fonctionner le pays tel qu'il fonctionnait auparavant, donc en fait des grèves qui servent à rien, quoi. À partir du moment où c'est une grève qui est tue, ça va, ça passe, d'accord ? Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec j'y reviendrai peut-être plutôt tout à l'heure, mais avec ces grèves dans les raffineries, c'est qu'en réalité, on ne peut pas les ignorer. J'y reviendrai. Alors qu'effectivement, des grèves, il y en a à longueur de temps en réalité, d'accord ? Il y en a très régulièrement, et d'ailleurs notamment des grèves fructueuses, même si parfois c'est des combats de longue haleine, d'accord ? Je me souviens qu'au moment où on avait enregistré la vidéo dans les cours de deuxième année des formations politiques, sur la grève justement, on avait très rapidement pris connaissance des grèves qui s'étaient tenues dans le mois où on enregistrait, et on en avait trouvé très rapidement une dizaine des grèves qui justement avaient abouti à des victoires sur le plan des acquis sociaux. Bon, et c'est la raison pour laquelle elles sont tues, d'accord ? Elles sont tues en permanence parce qu'on aimerait continuer à penser que la grève, quelle qu'elle soit, je vais revenir sur ces différentes formes et sur la manière probablement de devoir les faire évoluer, mais on aimerait laisser croire que c'est un truc nécessairement archaïque, un truc des crypto-communistes de la CGT, et que finalement, pour agir comme ça, il faut forcément être ou un fou furieux, ou un décérébré, enfin bon bref, voilà, et que ça n'aurait pas de sens. Or, la réalité, elle est tout autre. Elle est que tous les mois, des grèves sont conduites dans des secteurs particuliers, dans des entreprises en particulier, et qu'elles aboutissent d'ailleurs à parfois de très bons résultats, parce qu'il faut s'aider. Et en réalité, on va sans cesse accuser, c'est pas nouveau, les grévistes d'être responsables de ces problèmes, de la même manière d'ailleurs que les grèves qui ont cours actuellement aussi dans le nucléaire. On est en train de nous expliquer que les personnes qui se sont mises en grève dans plusieurs centrales nucléaires vont être responsables de la crise énergétique de cet hiver. Oui, enfin, alors que pas plus tard qu'il y a un mois ou deux, le gouvernement avait pris prétexte du fait que c'était Poutine, avait pris prétexte du fait que c'était une sobriété énergétique nécessaire, etc. Enfin bon, vous voyez, chaque bouc émissaire est bon pour venir trouver une explication qui est toujours à l'inverse de la réalité, d'accord ? C'est là qu'on voit qu'on est bien dans une pratique idéologique, dont je rappelle encore une fois qu'elle consiste à inverser le réel et à le déformer. C'est-à-dire qu'en réalité, les seuls responsables des problématiques énergétiques que nous allons rencontrer durant l'hiver et que nous rencontrons de toute façon déjà, c'est ce gouvernement, en grande partie. C'est aussi les grandes politiques d'orientation économique de l'Union européenne par certains aspects, c'est une certaine mainmise à Washington, à l'OTAN, etc., qui crée des politiques et une géopolitique catastrophique avec une mauvaise relation, notamment avec les Russes, etc. C'est tout ça, d'accord ? C'est la fermeture, j'ai souvent signalé déjà, de Fessenheim, mais aussi la mise en berne de plus d'une vingtaine de réacteurs nucléaires, etc. Et là, on vous explique que non, c'est à cause des grévistes. Donc les grévistes ne se mettent pas en grève à cause de cette situation, mais c'est parce que les grévistes se mettent, par définition, en grève, ou en tout cas que les employés ouvriers se mettent en grève, qu'alors nous allons subir des contraintes énergétiques. Vous voyez, on est dans une inversion totale, et ça c'est le propre du discours de la classe dominante, de faire en sorte effectivement que on inverse toujours le bourreau et la victime en réalité. Oui, on le subit à longueur de temps avec la SNCF, d'accord, comme si ceux qui conduisaient les trains n'étaient pas en même temps usagers des trains, etc. Enfin bon, bref, vous voyez, ça participe justement d'un matraquage médiatique et d'un vocabulaire qui laisserait entendre qu'il y aurait uniquement ceux qui sont là pour vous emmerder et vous qui êtes usagers, comme si du coup les places ne s'interchangeaient pas en réalité. Et surtout, ça permet, encore une fois, d'éviter de constater d'où vient véritablement le problème, d'accord ? On ne cherche jamais à savoir si des gens se mettent en grève, c'est bien pour des raisons particulières. Personne ne fait la grève pour le plaisir, d'accord ? Personne perd de son salaire pour le plaisir, personne ne maintient des piquets de grève pour le plaisir. Nous, ce qu'on dit, c'est malheureusement, on n'est plus dans un état de droit et de liberté. On est attaqué de façon frontale sur notre droit de grève.
mais on va pas se laisser faire. Bon, alors évidemment, sur les plateaux de BFM et de CNews, on a l'impression qu'effectivement, c'est juste par plaisir, par joie, etc., par dynamisme, voire par romantisme révolutionnaire. Mais dans les faits, et notamment la réalité des conditions de vie qui sont celles des gens qui se mettent en grève à l'heure actuelle, ça n'a aucun sens. Par contre, on manque pas, encore une fois, il faut y revenir. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps ? On incrimine les raffineurs, on incrimine ceux qui rentrent en grève et qui travaillent au quotidien, on les accuse d'être des preneurs d'otages, d'accord, ce qui est quand même un terme lourd, d'accord, ne pas pouvoir faire son plein d'essence, ou en tout cas devoir faire la queue pendant plusieurs heures pour faire son plein d'essence, n'est pas être pris en otage, d'accord, vous voyez à quel point le discours est disproportionné. Et par contre, dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit ? On voit toujours les mêmes médias à la mort moelle-neu, là, les Brut, Combini et compagnie, survalorisés. Toujours pareil, le lumpenprolétariat, parce que rendez-vous compte, heureusement, eux sont organisés, d'accord ? Puisqu'ils organisent les files des voitures. Encore une fois, on n'a rien contre ces personnes, je m'en fous, c'est pas le problème. Et vous voyez, c'est là. Là, on est dans le spectacle médiatique. Je m'intéresserai au reste du problème plus tard. Je note que quand il s'agit de parler d'ouvriers, d'employés qui sont parfois dans ces boîtes-là depuis des décennies, qui travaillent, qui sont des opérateurs qualifiés et qui contestent effectivement le fait d'appartenir à une entreprise qui est en train de faire des dizaines de milliards de profits en bénéfices, eux, on les accuse d'être preneurs d'otages. Par contre, dès lors que le lumpen profite de ça pour remettre en place l'économie parallèle, vendre un Orangina, un Coca, des Kit Kat, et ben on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont organisés ?» Mais non, lesquels sont organisés ? Alors peut-être qu'ils sont organisés, ça, évidemment, mais ceux qui font les grèves aussi sont organisés. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est en train de tout bloquer. Et là, encore une fois, on voit bien qu'il y a une lecture à deux vitesses qui est volontairement introduite, qui est volontairement faite, et où on va toujours valoriser les mêmes et dévaloriser les autres. Bon, maintenant, pas m'éterniser là-dessus, de toute façon, on sait à quel point... Le signal fort de tout ça, encore une fois, ça doit être le fait que la grève, finalement, inquiète, elle inquiète encore, et donc ça en dit long, d'accord ? À la manière dont Macron avait pris ses jambes à son cou dès lors que les Gilets jaunes s'étaient approchés de l'Élysée, d'accord ? Ça veut dire qu'en réalité, la classe dominante est une classe de pétochards, d'accord ? Dès lors qu'on va être suffisamment bien organisé, constitué, qu'on aura une théorie révolutionnaire suffisamment efficace pour mener à bien la pratique révolutionnaire qui peut être la nôtre, en réalité, ils n'ont, entre guillemets, aucune chance. Alors évidemment, ils auront les armes, le pouvoir médiatique, les finances, etc., pour riposter. Mais dans les premiers temps, ce sont des colosses au pied d'argile, en réalité, d'accord ? Vous voyez, 4 types se mettent sur un rond-point, 2 raffineries entrent en grève, etc. Et en fait, ils claquent des genoux, ils claquent des dents, et ils sont en train de flipper leur race, quoi. Donc il faut quand même clairement dire les choses. Donc maintenant, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, parce que... encore une fois, je l'avais dit d'ailleurs dans le dernier entretien d'actu, avant le début de ces grèves-là, au tout début de ces grèves-là, j'avais dit ce qui les inquiète profondément par rapport à un autre sujet quand on parlait de l'hôpital, c'est que dans l'histoire, alors même qu'on avait une population moins alphabétisée qu'aujourd'hui, moins construite par certains aspects qu'aujourd'hui, etc., en 1946, en quelques mois, eh bien, les ouvriers ont été capables, par la mise en place du régime général de sécurité sociale, ils ont été capables effectivement de produire de manière autogestionnaire une caisse qui n'était plus dépendante de l'État, et donc de s'auto-organiser. D'accord ? Et c'est ça qui fait très peur. C'est la raison pour laquelle, je le répète encore, depuis justement 1946, ce sont ces acquis-là du mouvement ouvrier qu'on ne cesse de détruire. D'accord ? Donc en réalité, ils ont très très peur. Bon, maintenant, la manière dont la grève est opérée, notamment par rapport au volet médiatique dont on pouvait parler tout à l'heure, la manière dont la grève s'opère actuellement est peut-être pas la manière la plus judicieuse, disons, pour que l'opinion publique aille de pair avec les grévistes. Alors évidemment, il y a eu cette absurdité qu'on a vue et qui malheureusement a fonctionné sur l'histoire d'après laquelle ils gagneraient tous 5 000 € par mois, etc. Bon, les faits ont très vite démontré le contraire, mais encore une fois, démontrer le contraire est insuffisant par rapport à la puissance médiatique de la classe dominante qui a réussi à faire entrer ça dans la tête de la majorité de la population. Et j'ai vu beaucoup de gens autour de moi ces dernières semaines dire « oui, ben moi je les gagne pas, les 5 000 €, donc je vois pas pourquoi ils se plaignent, etc. » C'est-à-dire qu'au lieu de toujours de s'affilier justement à un combat pour essayer de tous rehausser son niveau de vie, eh bien, on préfère abaisser le niveau de vie du voisin qui est en capacité de rentrer en grève. Voilà, c'est le diviser pour mieux régner, stratégie classique de la classe dominante, rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, et là aussi c'est intéressant parce que
On le soulignait la dernière fois par rapport à l'hôpital, là encore, et à de nombreuses reprises, mais on pourrait imaginer dans un premier temps une grève perlée, d'accord, une grève perlée ou voire même une grève du zèle, d'accord, c'est-à-dire une grève du zèle qui consisterait à ralentir par le fait de entre guillemets, trop bien faire la totalité des processus et des procédures qui sont inscrites dans la totalité des emplois et des branches différentes, de sorte à ralentir dans un premier temps le processus. On pourrait imaginer par moments des blocages, et puis surtout, une grève de la redistribution. Comme on ne cesse de souligner depuis plusieurs années, la nécessité, c'est-à-dire qu'une grève de la redistribution, c'est-à-dire que les ouvriers, les employés seraient en capacité de dire eh bien nous maîtrisons notre outil de travail, nous connaissons cet outil de travail, si Total engendre autant de bénéfices l'année passée, c'est parce que nous faisons ce travail-là correctement, nous sommes qualifiés pour faire ce travail-là, donc nous pouvons nous passer du patron de Total, d'accord ? Et donc nous pouvons très bien continuer à faire tourner les raffineries. Et faire tourner les raffineries en proposant justement une redistribution. À partir de ce moment-là, Total est emmerdé, d'accord ? Ça rend le mouvement de grève sympathique aux yeux des gens, et ça permet d'être beaucoup plus entendu. Alors, on n'est pas là pour jouer les bisounours, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire que parce que vous allez faire ça, les gens vont être tout à l'écoute et tout oui. Mais en tout cas, il sera beaucoup plus difficile de dire qu'on vous prend en otage. Et c'est d'ailleurs l'intelligence qu'avaient pu avoir les gilets jaunes avec les barrières de péage, etc., ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans des grèves redistributives à différents niveaux. Une grève redistributive, elle permet de montrer la maîtrise de l'outil de travail, elle permet de conquérir l'opinion publique et de l'avoir à ses côtés, et elle permet surtout de commencer à montrer au sein même de la grève, même pour les employés et ouvriers qui n'en sont pas forcément encore conscients, de montrer qu'ils peuvent avoir une maîtrise de cet outil de travail, une maîtrise de l'entreprise, qui soit en mesure en réalité de se passer du grand capital et des tenants du capital. Et donc d'aboutir petit à petit à une grève qui, alors qu'elle n'était un temps qu'une réclamation au niveau syndical pour rehausser les salaires, pour avoir de meilleures conditions de vie au sein de l'entreprise, vienne complètement bouleverser le mode de production, parce qu'on est en train de reprendre le pouvoir et la souveraineté sur le travail dont je parle si souvent. Donc voilà à quoi ça devrait aboutir les grèves que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire que par l'entremise justement d'une grève redistributive, on pourrait être en capacité d'entamer petit à petit une transition qui soit en même temps une transition politique et un bouleversement du mode de production capitaliste, sans en appeler au grand soir armé à prendre l'Elysée. Mieux vaut prendre la totalité des raffineries de Total, reconquérir la souveraineté sur le travail, que de débarquer, on ne sait pourquoi, à l'Elysée. Qu'est-ce qu'on va faire d'après ? D'accord ? Une fois qu'on sera dans le bureau de l'Elysée. On n'est pas un pays du tiers-monde avec des infrastructures extrêmement pauvres où il suffit effectivement de renverser le bureau du président pour dire aujourd'hui je suis le président, d'accord ? On le sait qu'il faut une légitimité politique, c'est indispensable. On le sait qu'il faut un pouvoir médiatique, donc d'où le fait d'utiliser au maximum les canaux qu'on peut avoir à disposition, y compris les canaux alternatifs et notamment sur Internet, qu'il faut avoir un appui, la légitimité ça veut dire un appui parmi les classes populaires, et si demain la majorité des gens on leur dit vous allez avoir de l'essence, mais c'est nous qui allons gérer ça, mais vous allez continuer à avoir de l'essence, ils seront ravis que ça passe plus par Pouyanné et compagnie et autres grands dirigeants. Donc en réalité il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et le but de la grève justement, c'est pour ça, là on en est aux prémices, il faut que ça tienne, il faut que ce soit reconduit. Ça commence d'ores et déjà peut-être un peu à battre de l'aile, mais justement parce que la métamorphose des manières de faire grève et l'idée politique n'est pas forcément toujours suivie, et c'est dommage parce que le but de la grève, c'est pas d'attendre qu'on soit tous d'accord, c'est pas d'attendre qu'on soit tous formés, mais c'est justement de débuter la grève, Rosa Luxembourg disait ça très bien, pour que se crée une effervescence politique, à la manière dont, malheureusement, par certains aspects, les élections, notamment présidentielles, sont toujours un moment d'effervescence politique où les gens s'intéressent un peu plus à la question. La grève, elle doit être aussi ce moyen-là, c'est-à-dire que cette semaine, heureusement, enfin, pareil, on en parlait la dernière fois, enfin, on a eu une manifestation qui a compté peut-être presque jusqu'à 300 000 personnes, ce qui n'est pas si mal, qui venait mettre en lumière la grève. Et j'ai rappelé la dernière fois que le but de la manifestation était justement de mettre en lumière la grève et donc de conscientiser politiquement un maximum de personnes. Mais la manif pour la manif, c'est vain, c'est inutile, ça ne sert à rien. Là, on commence à entrer effectivement dans un processus plus long, c'est-à-dire que bien des jeunes employés, des jeunes ouvriers, même des plus anciens parfois, qui n'avaient pas mis les pieds dans le syndicalisme, ne s'intéressaient pas forcément aux questions politiques, eh bien par l'entremise de la grève, vont commencer effectivement peut-être à davantage se poser de questions
intention et à avoir envie justement d'intervenir, d'être acteur, et donc va s'élargir le champ des possibilités là où d'ordinaire on allait travailler, on rentrait chez soi, etc. Donc la grève, elle ne doit pas être déclarée quand tout le monde est d'accord, quand tout le monde est pour, mais elle doit être justement un excellent point de départ pour amplifier ça de manière, je vais revenir tout à l'heure, de manière plus politique. Maintenant, il est évident qu'il faut une stratégie plus globale et que la grève puisse effectivement faire des émules parce que si elle demeure un moment de politisation fort, il n'en reste pas moins que le syndicat ne fait pas de politique et c'est la raison pour laquelle aussi il faut des organisations. Je sais que ça déplaît, je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour, je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais c'est le cas. C'est-à-dire que nous, à l'IHT, par exemple, nous veillons à avoir une organisation qu'on appelle métapolitique, c'est-à-dire qui travaille sur le champ culturel, idéologique, théorique, médiatique, etc. Mais aussi un travail plus politique, qui peut se faire au travers de certains partis, mais aussi au travers de certains syndicats, et un travail que je qualifie plutôt de parapolitique, c'est-à-dire de constitution d'une contre-société à l'intérieur même de cette société, d'accord, par différents aspects. Bon, si ces questions-là vous intéressent, je vous invite à nous rejoindre, c'est ainsi seulement que vous aurez davantage de billes. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, si on n'organise pas ça à différents niveaux, et vous voyez bien qu'encore une fois, pour organiser ça, il faut penser tout ça en amont, d'accord? Ça se fait pas uniquement de manière spontanée parce que j'en ai marre, je vais gueuler, je vais casser la gueule à Macron, d'accord? Bon, ça, ok. Il faut transformer cette colère-là en un mouvement qui soit rationnel et efficace et qui nous permette collectivement d'aboutir à quelque chose.